Alors, bonjour, Jonathan Reynolds. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? J'ai écrit des histoires de peur pour les petits et les grands. Quand je dis petit, c'est à partir de 8 ans. Je me rends pas plus tôt que ça. Je veux pas les traumatiser non plus. Aux éditions Alice dans la collection Zone Frousse. J'en ai 11 dans cette collection-là. Sinon, aux éditions Héritage, c'est dans la collection Frisson. J'en ai un, Terrible voisin. Du côté adulte, mon plus récent se nomme Abîme, publié aux éditions à lire. C'est un roman de fantastique horrifique qui se déroule dans le milieu de la musique heavy metal au Québec. J'ai également publié chez ADA dans la série des Menvat. C'est un collectif de plusieurs auteurs. Chacun en a nos livres et c'est de la science-fiction noire. Vous avez également écrit des nouvelles dans les revues et fanzines. J'ai écrit beaucoup de nouvelles. Bon, dans Solaris, La défunte revue à Libye, dans Brin Éternité, mon Dieu, Horrifique, Clair Obscur, Nocturne, bon, bref, plusieurs revues et fanzines. Quand vous écrivez, est-ce que vous travaillez avec des plans, pas de plans? Comment vous fonctionnez? En fait, j'utilise pas vraiment de plan au début. Les fois que j'ai essayé d'en faire, finalement, je suivais pas du tout le plan, puis je trouvais que mon plan était comme ben, cliché, tu sais, je, je fonctionne pas comme ça. En fait, mon plan, si vous voulez, c'est mes premières versions de manuscrits. J'aime beaucoup explorer au début. Si je prends par exemple le cas de, tiens, Abîme, mon roman qui se déroule dans le milieu de la musique métal au Québec. Euh, je l'ai travaillé sur 10 ans. Au début, c'est sûr que c'était des idées plus convenues, disons, plus clichés, tu sais. Surtout que horreur et heavy metal, on s'entend que ça s'est fait beaucoup. Mais je cherchais autre chose. Et pour m'aider à mûrir ça, c'est pas juste dans ma tête ou griffonner dans un calepin des notes. Non, 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 c'est vraiment. Je fonctionne beaucoup avec mes tripes. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Parfois, je connais ma fin, parfois non. C'est que je fonctionne pas comme un. Par exemple, une structure de roman policier où est-ce que, ah, là, tu vois, où la révélation finale est ça, t'sais, et donc il faut que je mette des indices pour amener à ça précisément. Pas vraiment. Tu sais, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais si tu avais fait ton plan, disons, avant, mais tu t'aurais évité trois quatre versions. Oui, mais dans ces trois quatre versions-là, je suis allé rechercher certaines scènes que j'aurais pas imaginées sinon, à la base. J'aurais l'impression que, tu sais, de faire un plan comme il y en a qui font, le chapitre par chapitre, là, qu'après, c'est comme de la peinture à numéro un peu. Puis je veux pas dénigrer du tout, là, cette méthode-là, là, c'est pas ça, tu sais. Mais pour moi, là, j'aurais l'impression qu'il me reste plus tant de surprises après. Comment avez-vous connu la revue Solaris? C'était à l'automne 2000. J'étudiais à l'UQAM. Je venais d'arriver là, comme dans les couloirs de l'université, puis il y avait un petit kiosque qui vendait des revues, là. Et ben, je vois ça, Solaris, science-fiction et fantastique. J'étais curieux, donc c'était le numéro 134. Ben, fait que je la jette. Puis je me souviens que j'avais une petite job, là. Je travaillais par les soirs jusqu'à minuit, 1 heure du matin dans un garage juste à côté de mon appartement sur la rue Hochelaga. Puis là, ben, ça me permettait de lire beaucoup parce que c'est ça, j'étais comme le caissier, puis il venait pas beaucoup de clients, tu sais, de soir, là. Fait que c'est comme ça que je suis tombé là-dedans, là, dans Solaris, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait découvrir que ça se faisait au Québec. Puis parallèlement à ça, je crois que c'est la même semaine, ou peut-être 2 semaines plus tard, mais je vois comme un petit flyer, petite feuille là, qui annonçait une conférence à l'UQAM, même dans un des locales, là, sur l'heure du midi, une conférence de Joël Champetier. Joël nous a parlé justement de la revue Solaris, du Congrès boréal, que ça se faisait au Québec, ces genres-là. Parce qu'avant ça, moi, j'avais lu un ou deux Patrick Sénécal, mais c'était tout, là. Puis pour moi, c'était comme l'exception, là, tu sais. Donc là, moi, je suis sauté sur le livre à Joël, à la peau blanche. Waouh, c'est un coup de cœur, là, c'est dans mon top 5, là, toujours confondu. Bref, donc je suis allé lire après, c'est ça, du Daniel Cernine. J'en avais lu un ou deux quand j'étais petit, mais justement, là, ces romans jeunesse. Puis je savais pas qu'il en faisait pour adultes, là, donc je suis allé voir ça, je suis allé découvrir ça. Après ça, ben, ça m'a amené au Congrès boréal. Un incontournable, là, c'est un événement qui a lieu à chaque année. Pour tous ceux qui veulent savoir c'est quoi le milieu de la science-fiction et du fantastique au Québec, concrètement, là, je vous invite à aller au Congrès boréal parce que c'est la rencontre oui, des éditeurs,
des auteurs, des lecteurs aussi, ou tout simplement des gens qui veulent triper là, sur, tu sais, parler euh, épouvante, fantastique, science-fiction, bref. Même les gens qui aiment jouer à des jeux de société, tout ça, écoute, il y a Patrick Sénécal qui y va là, à chaque année pour s'installer là, justement avec des tripeux là, tu sais, de jeux de société, puis ils ont bien du fun ensemble, là. Bref, c'est le genre d'endroit où est-ce que si on veut assister à des conférences, il y en a. Si on veut apprendre un peu des trucs d'écriture, c'est la place. Ce qui est intéressant aussi, c'est les discussions de corridor, justement. Tu sais, on est en train de jaser, puis maintenant on se rend compte, ah, je suis en train de parler à l'éditeur de X, tu sais, X maison d'édition, ou avec tel auteur, tu sais. La revue Solaris, j'avais soumis quelques fois, et heureusement, ça n'avait pas été accepté, là, j'étais vraiment pas prêt, là. Ma première nouvelle, De la Mortée, un texte fantastique lié au printemps 2008. Je me souviens des commentaires de Joël, tu sais, pour euh, la réécriture. Euh, Ça m'a vraiment fait prendre conscience de certaines failles que j'avais, certains tics d'écriture, mais tu sais, les choses qui fonctionnaient pas, qui étaient importantes que je comprenne. Joël avait su m'expliquer. J'ai publié quelques nouvelles après dans Solaris. J'ai commencé aussi à faire des critiques littéraires. Il y a Pascal Roux, qui était le coordonnateur à l'époque, m'avait invité justement à commencer à faire des critiques et tout ça. Donc oui, je m'étais lancé, puis ça m'a fait justement découvrir une autre facette qui était l'écriture de critique, tu sais. Avez-vous des trucs à donner à des auteurs débutants? Mais je dirais de lire, puis de lire varié, et de lire dans la langue qu'on veut écrire, pas juste lire les traductions. Je dirais de remarquer ce qui fonctionne pas dans nos lectures, de plus seulement lire par plaisir, de voir, ok, pourquoi selon moi ça accroche cette scène-là, pourquoi est-ce que je sais pas, j'y crois pas au personnage ou au dialogue, qu'est-ce qui marche pas, d'essayer de voir, tu sais. Et parallèlement à ça, de prendre un livre qu'on a vraiment aimé, ok, qui pour nous fonctionne, et de comparer, de le relire, mais dans cette optique-là, ok, dans ce livre-là, pourquoi ça fonctionne? Les mêmes éléments que dans l'autre livre, ça ne fonctionne pas, pourquoi que dans lui, ça fonctionne, tu sais? Que ce soit les personnages, les dialogues, la façon de la narration, la façon que c'est abordé, euh, puis d'écrire, écrire et écrire. Tu sais, dans les films, souvent, il y a la vision romantique de l'auteur, là, fin. Et il envoie son truc à l'éditeur et tout va bien, c'est publié presque tel quel, à part une petite correction, là. Dans la vraie vie, c'est très, 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 très rare. En tout cas, je connais personne que ça se déroule comme ça, là. Écrire, c'est réécrire. Tu sais, je suis pas le premier à le dire, puis je suis pas le dernier non plus. C'est du travail. La passion, c'est une chose, mais ça se développe. Puis c'est surtout le travail après qui est important. C'est d'essayer d'écrire à chaque jour. C'est de le faire lire à des gens qui vont savoir nous dire ce qui fonctionne pas. Pas seulement des gens qui vont nous dire ah c'est beau, t'es bon, t'es fin là. Ça n'avancera pas à grand chose. Ça peut flatter l'ego, mais l'ego, faut essayer de le réduire. Ce qu'il faut, c'est d'être prêt à travailler, c'est d'être prêt à comprendre ce qui fonctionne pas, c'est de chercher des gens qui vont être aptes à nous le dire. Avez-vous un personnage préféré dans tous ceux que vous avez créés? C'est une méchante bonne question. Je je le sais pas, mais je vais essayer d'y répondre. Euh, je, je pense que c'est mes... Bon, mettons que je tranche, là. C'est mes personnages féminins. J'irais avec des personnages féminins euh, troublés, ce qui arrive assez souvent. J'irais soit dans ma novella Sam à la Maison des Viscères, donc dans le collectif Agonie, où c'est comme trois nouvelles. Bon, une de moi, une d'Ariane Gélina et une de Pierre-Luc Lafrance. Et dans la mienne, mon histoire se nomme Sam et c'est l'histoire de Samantha, qui est une adolescente. Puis, elle est anorexique, mais est maintenant possédée par l'esprit d'un maniaque cannibale, tu sais, qui est récemment décédé, là. Et donc, elle se met à dévorer les gens. Mais tu sais, ça aurait pu être super grossier, puis niaiseux à la limite, mais j'ai essayé de la rendre le plus attachante que je pouvais, cette personnage-là, et de jouer avec le contraste du
cute, féminin qui veut pas ce qui arrive là, et le côté brut, cannibale, qui veut aller jusqu'au bout et qui la laisse consciente, elle, de ce que tu sais, des actes qu'elle est en train de faire, là. Sinon, j'avoue que dans Abîme, ma personnage de Violette, c'est ma préférée, là. C'est une ancienne prostituée qui tente d'oublier, qui tente de combattre en fait son passé, donc de prostituer son alter ego de Devlin, à coup de air drum, tu sais, jouer de la batterie dans le vide et tout ça. Puis, tu sais, elle combat ça, elle va paraître folle pour, tu sais, tout le monde qui l'entoure, mais elle, ça a une logique dans sa tête de faire ça. Et elle veut s'en sortir, c'est une battante. Ce n'est pas une victime. Vous avez fait de la littérature jeunesse aussi, entre autres dans la collection Zone Frousse, aux éditions Zélé. Aimeriez-vous prendre un ou des personnages de ces romans d'épouvante-là et voir ce qu'ils sont devenus une fois ados ou adultes et écrire une histoire pour adultes avec les mêmes personnages? Excellente question. J'y avais jamais pensé pour être franc. Euh, Pourquoi pas? Je j'ai pas d'idée là en tête, à brûle pour point, mais oui, ça pourrait être possible de voir, disons, un personnage qui était dans une maison de frousse, qui est maintenant rendu adulte et vit avec le traumatisme de ce qu'il a vécu dans le temps. Quoique, j'écris pas vraiment de suite. Des fois, il y a des petits liens entre mes histoires, là, mais des petits clins d'œil. Mais je suis pas tant un lecteur de séries, donc je suis pas tant un auteur de séries non plus. Euh, L'exercice pourrait être intéressant peut-être à travers une nouvelle, mais un roman entier, je sais pas pour être franc. Qu'est-ce qu'écrire pour vous? Depuis que je suis petit, j'aime me raconter des histoires pour rendre le réel moins fade, euh, pour, euh, pour donner un sens un peu à des trucs que je comprends pas, qui se déroulent comme dans ce réel-là, tu sais, dans cette vie-ci. Euh, c'est d'organiser ça dans une histoire, c'est de donner de l'importance à des trucs qui parfois n'en ont même pas. Je sais pas, une parole que j'entends, quelqu'un qui m'intrigue. Euh, Parfois, ça peut être de remodeler à ma façon une histoire, euh, un film que j'ai vu ou une nouvelle que j'ai lue ou un roman. Je me dis, ah, c'est dommage, moi j'aurais plus fait ça de telle façon. Et là, ça commence à travailler dans ma tête. Euh, c'est un besoin que j'ai. Je me souviens, quand j'étais petit, je jouais avec mes figurines. Puis quand j'ai commencé à pouvoir écrire et tu sais, raconter des choses sur papier, ben là, je le faisais pour mes frères, après ça pour des amis au secondaire. Bon, j'ai toujours voulu partager ça, établir des ponts avec d'autres gens, tu sais. Euh, c'est drôle parce que le côté social, tu sais, je suis quelqu'un que vous me rencontreriez dans un salon de livre ou le congrès boréal, je suis jovial, tu sais, je parle, j'ai pas de l'air gêné, mais pourtant à la base, j'étais quelqu'un de très gêné. Et le côté social s'est développé parce que j'avais besoin de... Parce qu'un auteur a besoin de communiquer avec d'autres. Sinon, les histoires restent dans le tiroir. Sinon, ça reste un livre sur une tablette. Il faut savoir aller vers les autres. Faut s'intéresser aux autres pour que les autres s'intéressent à nous. C'est ça qu'à un moment donné, j'ai compris. Donc, ça a beaucoup travaillé sur ma timidité et tout. Dans le milieu littéraire, vous avez plusieurs chapeaux. Bon, auteur, critique, lecteur de manuscrits, coordonnateur, éditeur. Ça vient pas mélangeant à un moment donné? Dans mon cas, ça m'a quand même aidé à me faire un chemin. Ça m'a aidé, ça m'aide à voir un peu, tu sais, à force de lire les manuscrits, bon, que ce soit pour Solaris ou pour Cisbrume, ben, tu vois ce qui fonctionne pas à un moment donné, là, tu sais. Donc, toi, tu peux l'appliquer pour toi, pour le chapeau auteur, là. Euh, Ça m'a jamais nuit en tant que tel. Ben, je pense pas. Je suis quelqu'un dans ma tête qui est quand même, je suis quand même assez organisé, tu sais, je mélange pas les chapeaux. Il y a quelques années, j'étais représentant dans les salons, mais pour les éditions Zélé, tu sais. Mais en même temps, mon chapeau d'auteur en bénéficiait parce que là, ben, je pouvais aller parler de mes livres jeunesse qui étaient publiés là.
En même temps, je vendais les livres des autres. Puis là, ben, ça m'a fait rencontrer plein de gens dans les salons. Alors, quand j'arrive, disons, avec un roman après adulte, ben, ces gens-là, je les connais déjà. Tu sais, c'est pas comme si j'arrivais comme un cheveu sur la soupe. Et donc, non, tout ça, j'ai l'impression que, tu sais, je- j'ai pas vraiment de regrets. Il n'y a rien que je ferais différemment dans ma vie. C'est ça, là. Je veux dire, je suis là. Euh, il n'y a rien de parfait. Je veux dire, il y a des trucs parfois qui. Tu sais, je crois pas à l'échec. Euh, je crois juste que soit on réussit ce qu'on voulait faire, puis parfois c'est pas de la façon qu'on le pensait, ou soit que on apprend. Bon, ben là, tu vas apprendre. J'ai peur.